L'Europe des présidents. Hollande, l'Europe, c'est trop compliqué. Il ne faut pas avoir peur de l'Europe. Il faut plutôt craindre qu'elle ne s'affaiblisse et qu'elle ne finisse par disparaître. Parce que notre avenir, c'est dans l'Europe réorientée. C'est en renforçant davantage l'Europe que l'on protégera davantage la France. L'Europe des présidents, par Sylvain Kahn. Le 15 mai 2012, à peine élu à l'Élysée, François Hollande consacre son premier voyage international à son homologue allemande, Angela Merkel, à Berlin. Mais l'avion qui l'emmène doit rebrousser chemin, frappé par la foudre. Première rencontre avec du retard. L'incident est finalement sans gravité. La chancelière s'en félicite. On peut y voir un heureux présage pour la coopération entre nous. Le parcours de François Hollande sur la scène européenne est à l'image de cet élan contrarié par les éléments. François Hollande arrive au pouvoir avec un discours de rupture. Pendant sa campagne électorale, il a surpris en annonçant que son véritable adversaire, c'est le monde de la finance. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance de la zone euro, le TSCG, ce nouveau traité européen grâce auquel les États membres espèrent sortir de la crise complexe que traverse la zone euro. Ce traité, fruit d'un compromis à 27, et en particulier entre Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, François Hollande proclame qu'il doit être réécrit parce qu'il ferait une part trop belle à l'Europe de la finance, l'Europe budgétaire, à l'Europe austéritaire. Sur le fond, la relance de la croissance, François Hollande porte le fer très vite. L'amélioration de la compétitivité, les investissements d'avenir, la mobilisation de fonds, les eurobonds, bref, tout doit être mis sur la table. Les électeurs français s'attendent donc à ce que François Hollande soit un président de rupture. Mais arrivé au pouvoir, l'ancien premier secrétaire du Parti socialiste n'en fait rien. En effet, 5 mois plus tard, ce fameux TSCG, qu'on appelle aussi le pacte budgétaire européen, est ratifié sans coup férir, sans le moindre changement, par la majorité socialiste à l'Assemblée nationale de France. Pas moins de 5 ministres pour accompagner Jean-Marc Ayrault à la tribune. Visiblement, il faut faire bloc sur le traité européen. Plus le message parlementaire sera fort, plus la voix de la France sera forte et plus nous pourrons continuer à travailler à la réorientation de l'Europe. Cette ratification inaugure ce que François Hollande sera sur l'Europe pendant tout son mandat. Un chef d'État et un leader politique en porte-à-faux. D'un côté, il énonce des positions politiques tranchées. Et de l'autre côté, il se retrouve à faire des compromis avec lui-même. C'est ainsi que François Hollande échoue à convaincre ses partenaires européens de faire l'union bancaire, de faire un budget de la zone euro, de doter la zone euro d'un ministre. Ses collègues européens, tout en le trouvant sympathique, lui reprochent de ne pas être crédible. Plusieurs États membres, et en particulier ceux qui parviennent à respecter les critères de Maastricht, en dépit d'une augmentation de leurs dépenses publiques due au sauvetage des banques par les dettes souveraines, soupçonnent le président Hollande de vouloir faire prendre en charge par la solidarité financière et budgétaire européenne les déficits et les difficultés de la France. Ce n'est pas tout. Tout en demandant à faire jouer la solidarité européenne, la France se révèle peu généreuse sur un autre plan, celui de la crise migratoire. Face à l'explosion des demandes d'accueil de réfugiés venus du monde arabo-musulman, qui est en crise, c'est l'Allemagne d'Angela Merkel qui fait un effort considérable en accueillant, il faut bien le dire, seule, plusieurs centaines de milliers de demandeurs d'asile venant de Syrie, d'Afghanistan et de la Corne de l'Afrique. François Hollande est également le président français qui apparaît comme freinant la mobilité européenne au sein de l'espace Schengen. En 2015, il referme les frontières de la France en rétablissant des contrôles pour les personnes. Bien entendu, le président Hollande et son gouvernement, dirigé alors par Manuel Valls, avancent un motif impérieux pour le faire. La France fait face aux terribles attentats djihadistes de janvier et novembre 2015. 2 décisions seront prises. L'état d'urgence
sera proclamé sur l'ensemble du territoire. La seconde décision que j'ai prise, c'est la fermeture des frontières. Nous devons nous assurer que personne ne pourra rentrer pour commettre quelque acte que ce soit. Et en même temps que ceux qui auraient pu commettre les crimes qui sont hélas constatés puissent également être appréhendés s'ils devaient sortir du territoire. François Hollande est aussi apparu comme un leader ambigu face à la crise que traverse la Grèce, une crise très grave. Dans son discours de décembre 2016, par lequel il annonce qu'il ne se représentera pas à un deuxième mandat, François Hollande se targue d'être celui qui a convaincu Angela Merkel et son ministre des Finances, Wolfgang Schäuble, de ne pas exclure de la zone euro la Grèce alors dirigée par la gauche radicale et son leader Alexis Tsipras. Au niveau européen, j'ai agi en votre nom pour que l'austérité puisse être enfin terminée pour beaucoup de peuples. Et j'ai fait en sorte que la Grèce puisse rester dans la zone euro, parce que sinon elle aurait éclaté cette zone euro, tellement elle était traversée de tensions et de crises. Pourtant, le président Hollande et son ministre des Finances, Sapin, n'ont en rien atténué la rigueur et la dureté des contreparties demandées en échange de cette aide et qui a si durement frappé le peuple grec. Comment expliquer cette situation de déséquilibre instable du président socialiste qui a l'air de passer sans arrêt d'un pied à l'autre et d'obtenir en conséquence des résultats peu probants par rapport aux objectifs affichés ? Il me semble qu'on peut l'interpréter de la façon suivante. François Hollande, tout président de la Ve République qu'il est devenu en 2012, serait fondamentalement resté, sur l'Europe en tout cas, le chef de parti, le premier secrétaire du Parti socialiste qu'il a été pendant 11 années, cherchant à pratiquer l'art de la synthèse, ici entre un courant méfiant vis-à-vis de la construction européenne, pour ne pas dire sceptique, et un courant confiant, pro-européen. Tout se passe comme si François Hollande était en particulier resté ce chef du PS traumatisé par le choc subi en 2004-2005 lors du référendum sur la Constitution européenne. Alors qu'il n'ose pas prendre une position ferme et définitive sur la question, le premier secrétaire du PS décide d'organiser un référendum interne, préparatoire au référendum général qui aura lieu dans toute la France. Résultat, 60% des militants socialistes votent pour le oui à la Constitution européenne, tandis que 40% votent pour le non. Fort de ces résultats, François Hollande demande à son parti, à tous ses militants et lui en tête de faire campagne pour le oui à la Constitution européenne. François Hollande, qui met en avant la charte des droits démocratiques contenue dans le projet de traité. L'information de la consultation des salariés dans les entreprises, le droit syndical, le droit de grève, les libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, l'égalité homme-femme, l'interdiction d'utiliser le corps humain à des fins de marchandises, l'interdiction du clonage reproductif, la diversité culturelle, bref, tout ce qui fait une société fière de ses valeurs. Il est pourtant défié par ce qu'on appelait à l'époque la campagne du non de gauche, les nonistes, rassemblant les partis de gauche radicale, le Parti communiste, le petit parti de Jean-Pierre Chevènement, mais aussi et surtout des leaders socialistes, dont à l'époque Jean-Luc Mélenchon, mais aussi Laurent Fabius, l'ancien Premier ministre de François Mitterrand, l'ancien ministre de l'économie de Lionel Jospin. L'Europe, on est tous européens, mais il y a quand même des énormes problèmes d'emploi, de délocalisation. Je pose des questions que tout le monde se pose. Et c'est pas un hurluberlu qui se les pose, c'est quelqu'un qui a l'expérience du gouvernement. Alors que depuis 2005, son parti socialiste est coupé en deux sur l'Europe, Hollande n'a su ni trancher, ni s'imposer. Pas plus le président que le premier secrétaire. Marx l'avait écrit. L'histoire se répète toujours, la première fois c'est une tragédie, la deuxième fois c'est une farce. Sur l'Europe, le président Hollande n'a pas été l'héritier de son mentor Jacques Delors, mais celui du premier secrétaire socialiste qu'il a été. De Charles de Gaulle à Emmanuel Macron, ce que l'Europe leur doit, et vice-versa. L'Europe des présidents, une production Wave Audio en partenariat avec les presses universitaires de France. Disponible sur toutes les plateformes.